Chers abonnés du Château de Versailles, j'ai le plaisir de vous retrouver par la grâce de ce podcast enregistré dans l'auditorium du château à l'occasion d'un regard croisé sur les peintres Hyacinthe Rigaud et Nicolas de Largelière, dans le cadre de l'exposition Hyacinthe Rigaud ou le portrait Soleil. Tout d'abord, ce sont deux peintres de la même génération, dont l'enfance s'épanouit parmi les étoffes de laine, coton, soie, feutre et plumes. Nicolas est né à Paris en octobre 1656, dans une famille de marchands chapeliers à l'enseigne du mousquetaire. Et Hyacinthe en juillet 1659 à Perpignan, dans une famille d'artistes peintres et de doreurs, mais dont seul le père est sastre, c'est-à-dire tailleur d'habits. Jusque-là, le nom des Rigaud se disait Rigau. Quelques mois après la naissance d'Hyacinthe, en novembre, le Roussillon devenait français par le traité des Pyrénées qui devait sceller la paix entre la France et l'Espagne. Nicolas n'a que 3 ans quand sa famille s'installe dans les Flandres à Anvers, ville de Rubens. Accompagné d'un ami de son père, il est envoyé à l'âge de 9 ans en Angleterre où il se consacrera essentiellement au dessin. Si bien qu'à son retour, 20 mois plus tard, Nicolas entre en apprentissage dans l'atelier du peintre anversois Gobot, peintre de bambochade. Ce sont de petits tableaux de scènes de vie quotidienne quelque peu burlesques. Très vite, le maître est ébloui par une sainte famille dessinée en secret par l'enfant. Et pour expliquer son talent avec ingénuité, Nicolas répond qu'il a consulté son génie. 18 mois plus tard, le maître estima qu'il en savait assez pour travailler par lui-même. À presque 18 ans, Nicolas est reçu maître de la guilde de Saint-Luc d'Anvers. À 10 ans, Hyacinthe est orphelin de père. Sa mère, Maria Serra, va le pousser à suivre la voie de son grand-père et de ses oncles en intégrant l'atelier du peintre Chipolte à Carcassonne. 2 ans plus tard, Hyacinthe poursuit son apprentissage à Montpellier chez Paul Peuzet. En 1677, à 18 ans, son apprentissage prend fin. Il côtoie l'atelier du peintre Antoine Ranc, où son frère Gaspard entre en apprentissage jusqu'en 1679. Hyacinthe quitte le Roussillon pour ne plus y revenir avant une quinzaine d'années. Après 2 ans passés à Lyon, dont on ne sait que peu de choses, il arrive à Paris en 1681. Celui que Rigaud ne connaît pas encore fera de nombreux séjours en Angleterre jusqu'à ce qu'en 1679, les catholiques n'y soient plus les bienvenus. Largelière, qui faisait partie de l'atelier de Peter Lely, élève de Van Dyck, y avait gagné l'estime du roi Charles II. C'est Adam van der Meulen qui l'introduisit en France auprès de Charles le Brun, premier peintre de Louis XIV. Au mot de ce dernier, « Mon ami, quand on peut briller dans son pays, pourquoi porter ses talents ailleurs ?» Largelière se fixa définitivement à Paris. Plusieurs facteurs des débuts des années 1680 vont jouer en faveur de nos deux artistes. Premièrement, la longue querelle des poussinistes, les dessinateurs, et des rubénistes, les coloristes, prenait fin par une victoire éclatante des coloristes. Deuxièmement, l'installation de la cour à Versailles en 1682 engendrait une nouvelle ère dans l'art de la pompe et de l'apparat, nécessitant une mise en scène de la représentation de soi. Troisièmement, la génération des portraitistes du XVIIe siècle, Sébastien Bourdon, Robert Nanteuil, Jean Nocré, Claude Lefebvre et d'autres encore, s'éteignait peu à peu. Des places étaient à prendre et Rigaud comme Largelière allaient s'en saisir. N'ignorons tout de même pas François de Troyes, qui avec ses 2 confrères formait le triumvirat du portrait. Pierre-Jean Mariette disait d'eux « Il est rare de trouver 3 personnes de talent vivre ensemble dans une union si parfaite. » Immédiatement, la fantaisie, l'élégance et le naturel des portraits aux couleurs chatoyantes de Largelière séduisirent une clientèle aussi bien bourgeoise que noble. Rigaud, dès son installation en 1681, conquit Paris avec ses portraits en buste drapé à la Bernin. Alors que sa formation est tout de même moins prestigieuse que d'autres, il remporte le premier prix de peinture de l'Académie royale de peinture et de sculpture le 5 septembre 1682.
vous noterez, jour anniversaire de Louis XIV. Alors que cette victoire lui offrait le voyage à Rome, Charles le Brun le dissuade de partir et l'enjoint de se consacrer à l'art du portrait. Soit dit en passant, genre secondaire dans la hiérarchie des genres définis par l'Académie, mais fort lucratif. En mars 1683, l'Argillière, agréé à l'Académie, reçoit la demande de son morceau de réception qu'il présente 3 ans plus tard sous la forme d'un portrait monumental de son protecteur Charles le Brun. L'académicien, majestueux au milieu d'un intérieur luxueux, encombré de sculptures, modélies, récordiers et gravures tirées de son œuvre, désigne d'une main son bienfaiteur Louis XIV. Par cette composition, l'Argillière fait le résumé d'une carrière par le tableau dans le tableau, en élevant ce portrait au rang supérieur du tableau d'histoire. Cette formule géniale sera honteusement copiée par l'ennemi juré de Lebrun, Pierre Mignard, pour son autoportrait destiné à l'Académie. Toile qui devait éclipser le portrait de Mignard peint par Rigaud à cet effet, ce qui devait être là un camouflet pour Rigaud. En août 1684, Rigaud est agréé à son tour par l'Académie et pour sa réception, il devra présenter les portraits du dramaturge Jean de la Chapelle et de son ami, le sculpteur flamand Martin Desjardins. Les académiciens devront attendre 1700, plus de 15 ans, avant de voir le portrait, le seul portrait de Desjardins. Sans tableau d'histoire, le maître avait été reçu peintre de portraits et d'histoire, ce à quoi il tenait le plus, et cela, je cite, sur la promesse qu'il fait de fournir incessamment un tableau de ce dernier genre. La patiente Académie put enfin admirer le morceau de réception manquant 40 ans plus tard. Il aurait dû s'agir initialement d'une présentation au Temple tout à fait rembrandesque et sur laquelle Rigaud travailla jusqu'au dernier jour de sa vie. Celui-ci décida finalement de léguer l'œuvre au roi Louis XV. À la place de cette œuvre testamentaire, l'Académie reçut un Saint-André peint en 1689, presque une œuvre de jeunesse. En 1686, un événement majeur de la vie de Louis XIV allait marquer celle de nos 2 artistes. Je veux bien sûr parler de la fistule royale. Après plusieurs mois de souffrance, le roi fut enfin opéré par le chirurgien Charles-François Félix, et cela avec succès. Dangeau témoigne du courage de Louis XIV tenant la main de Madame de Maintenon sans qu'il ne lui soit échappé un mot. Le rétablissement du roi est alors célébré dans tout le royaume. Lully compose le fameux « Seigneur sauve le roi » qui deviendra le célèbre « God save the Queen ». Le roi lui-même souhaita écouter la messe à Notre-Dame de Paris pour remercier Dieu. La cérémonie se déroula le 30 janvier 1687 et se suivit d'un dîner, entendez, d'un déjeuner, à l'hôtel de ville. C'était là un événement considérable et fort inhabituel. Depuis la victoire sur la Fronde, trônait dans la cour de l'hôtel de ville une statue de marbre par Guérin, représentant le jeune souverain terrassant la Fronde. Cela sonnait comme une mise en garde. Le bon roi rétabli déclara « Ôtez cette figure, elle n'est plus de saison ». Par ces mots, Louis XIV scellait la réconciliation. Une nouvelle statue fut commandée par les édiles de Paris, à Antoine Coissevaux. Il s'agit de la statue de bronze, aujourd'hui exposée dans la cour du musée Carnavalet. Tous les 2 ans, les échevins commandaient un grand tableau à la fin d'une prévôté. Tous y étaient représentés et reconnaissables. En 1687, de toute évidence, le sujet de commémoration devait être la venue du roi à l'hôtel de ville et la commande statutaire. Les échevins voulaient un tableau par le plus excellent des peintres pour représenter cette grande fête. Le choix se porta alors sur Rigaud. Pourtant, le 1er avril 1689, le marché fut attribué à l'Argillière.
Ce tableau monumental, aujourd'hui disparu, est connu par un ricordeau présent dans les collections de l'Ermitage. Au premier plan, l'Assemblée des échevins s'ouvre légèrement sur un buste de Louis XIV à l'antique, à l'arrière duquel est exposé le tableau relatant le festin donné au roi. Voici encore la formule du tableau dans le tableau. Au second plan, rejeté sur la gauche, Antoine Coissevaux, sous un lourd rideau relevé, présente son Louis XIV pédestre. Nous ignorons pourquoi Rigaud n'a pas réalisé ce projet, alors qu'il y a bien travaillé. Le très regretté Georges Lastic avait reconnu une esquisse. Le très regretté Georges Lastic avait reconnu dans une esquisse du musée d'Amiens le métier à la fois serré, net, précis et le coloris sourd de Rigaud. En 1968, ce spécialiste de l'art français des XVIIe et XVIIIe siècles achetait à l'Hôtel des Ventes de Rouault une petite toile similaire attribuée à Largillière, dont il put rendre la paternité à Rigaud. Le corps municipal avait-il rejeté le programme de Rigaud au profit de Largillière ? Ou Rigaud lui-même s'était-il retiré au profit de son confrère pour s'engager vers un client de la plus haute distinction ? En effet, Rigaud recevait alors une commande de Monsieur, frère du roi. Ce portrait lui ouvrait les portes de la famille royale et de la noblesse. Quant à Largillière, il devenait l'un des artistes privilégiés des échevins et des bourgeois. On ne peut affirmer que l'un et l'autre se soient entendus sur le partage d'une clientèle. Le désir d'être plus qu'un peintre ordinaire de Rigaud exigeait la proximité de la cour, alors que Largillière, selon son biographe de Zalier d'Argenville, aimait mieux travailler avec le public. Les soins étaient moins grands et le paiement plus prompt. Cependant, Largillière, qui avait été appelé à la cour d'Angleterre, connut aussi des succès auprès de la cour de France. Des amateurs comme le comte de Dene en ambassade en France en 1723 passa commande à Rigaud, puis à Largillière l'année suivante, afin de goûter le plaisir de la comparaison entre les deux maîtres. Plus admirateur encore, le collectionneur Louis Dassenet leur demande en 1711 leur portrait en pendant. L'un comme l'autre pratiquaient cet exercice moins comme un acte introspectif que comme une preuve de leur talent. Hissés tous deux à la fonction de professeurs de l'Académie, ces deux coloristes posent en dessinateurs porte-mine à la main. Aucun ne détourne le regard et se plonge même dans le nôtre. Largillière, le visage doux, pose en perruque nouée d'un ruban, dans une robe d'intérieur brune aux reflets de sanguine. Il nous désigne une toile dont on lit le dessin préparatoire d'une annonciation. Lui qui, selon de Zalier d'Argenville, jetait ses couleurs sur la toile sans faire aucune étude, s'affiche alors en peintre d'histoire habité de religiosité. Comme mesurant la temporalité de sa vie, il ajoute à sa signature son âge, 55 ans. Rigaud, qui a déjà atteint la gloire absolue en réalisant le portrait de Louis XIV 10 ans auparavant, apparaît dans un clair-obscur, coiffé d'une étoffe dont l'ombre portait sur le visage de l'artiste le nimbe d'une lumière rougeoyante. Manifestation de son génie. Enveloppé d'un drapé d'atelier, il présente de sa main droite la pointe de la pierre noire de son porte-mine piquée telle une flèche sur le dos de sa main gauche. Rien dans son attitude ne laisse supposer son bégaiement. Peut-être seulement la satisfaction d'un accomplissement. Au dos de la toile, il mentionne son rang de noble citoyen de la ville de Perpignan, obtenu en 1709. Ses fonctions à l'Académie royale de peinture et de sculpture, la date et le don qu'il fait de cet autoportrait à son ami Monsieur Dassenet. Incontestablement, Rigaud et Largillière partagent le même point de vue sur la nécessité de l'apprentissage du dessin et se font les dignes héritiers de Charles Lebrun, conciliateur des poussinistes et rubénistes. Au-delà des considérations théoriques, Rigaud poursuit le développement industriel de sa clientèle. Il conserve une importante clientèle dans le Roussillon, et cela grâce à Étienne Lieuteau,
une sorte d'intermédiaire prototype de l'agent avant l'heure. Deux grandes familles de la noblesse de robe méridionale se sont attachées au service du peintre. Les Labrif alliés au Lebray, d'un côté, et la maison de Gaspard Guédian de l'autre. En 1712, Rigaud réalise les portraits en pendant de Cardin Lebray, comte de Celles, premier président au Parlement d'Aix et intendant de Provence, et de sa nouvelle épouse, Marguerite Henriette de Labrif. Ce sont deux grands portraits arrêtés sous le genou. Cardin, âgé de 37 ans, emperruqué, pose debout dans son habit rouge de premier président dans un décor solennel. De son imposante carrure, il nous présente l'épaule gauche, couverte de l'épitoge garnie d'hermine. En arrière-plan, à droite, un mur de pierre rythmé de double pilastre, à quoi répond, à gauche, un lourd rideau de damas soutenu d'une embrasse de fil d'or. La lumière se pose alors sur le visage bienveillant et sérieux du magistrat. Son regard semble nous sonder, pour ne pas dire juger. Il ouvre face au spectateur la paume de sa main droite, l'index tendu en signe de sage autorité. Sa main gauche repose sur le mortier, toque de velours noir brodé de 2 galons d'or incarnant la justice souveraine. Si la facture de ce portrait est admirable, le rendu des étoffes époustouflant, des fourrures remarquables, la formule n'en est pas moins éprouvée par Rigaud et son atelier. Tout ceci exprime de manière formelle le statut social de cet homme. Quant au portrait de la jeune épouse de 17 ans, Rigaud fait preuve de liberté créatrice. La jeune comtesse, qui succède à 3 malheureuses défuntes, porte en elle tout l'espoir de voir éclore une descendance à la lignée des Lebray. Choix fort inhabituel à Rigaud, le modèle est travesti en Cérès. L'artiste cède là au portrait historié que l'on pouvait attendre, sans surprise, d'un François de Troyes ou d'un Nicolas de l'Argillière. Cette déesse de l'été et des moissons fertiles nous fait presque face. Assise sur des rochers couleur de terre, elle illumine un ciel d'orage gris bleuté. Ses cheveux sont piqués d'épis de blé, de centaurées et de fleurs blanches. Dans sa main droite, elle tient encore la faucille elle tient encore la faucille avec laquelle elle vient de récolter une gerbe de blé mêlée de coquelicots. Le jeu des couleurs chaudes de sa robe orangée éclate au contact de sa taille ceinturée d'un ruban bleu dont le nœud ne forme plus qu'une seule boucle. Le modèle devait avoir assez de perfection pour que Rigaud ait lâché prise dans son rapport quelque peu distant vis-à-vis de la jante féminine. Oui, Rigaud peint plus les hommes que les femmes. Ariane James Sarrazin, qui a conçu le catalogue raisonné de Rigaud, a pu observer qu'elle ne représentait que 1/4 de sa clientèle masculine. Selon Desalliés d'Argenville, Rigaud n'est pas à son aise avec les femmes. Il se plaignait en ces termes. « Si je les fais telles qu'elles sont, elles ne se trouvent pas assez belles. Si je les flatte trop, elles ne ressemblent pas. Aussi l'artiste n'apprécie pas les femmes qui portent aux joues du rouge semblable Aussi l'artiste n'apprécie pas les femmes qui portent aux joues du rouge semblant provenir de son propre marchand de couleurs. Il fallait être la Palatine pour accepter la cruelle ressemblance. 10 ans plus tard, quand Gaspard Guédan lui commande le portrait de son épouse, Angélique de Simiane, Rigaud se décharge de cette commande en faveur de l'Argillière. Sous les traits d'une Flore de son temps, la marquise à la peau nacrée, parée d'une robe cramoisie, s'apprête à décerner une couronne de jasmin à la plus belle qui recevra la pomme tendue par un amour. Guédan aurait voulu son pendant par l'Argillière, mais cette fois-ci, et sans discorde, c'est Rigaud qui s'en chargea
et qui, comme porté par la fantaisie de son confrère, osera le portrait le plus incroyable de toute sa carrière. Gaïdan, qui avait posé par plusieurs fois en avocat général puis en premier président du Parlement de Provence, était un féru de littérature et rêvait d'une entrée à l'Académie. Inspiré par l'Astrée d'Honoré d'Urfé, il se voulut, en 1734, portraiturer sous les traits du héros pastoral Céladon. Inspiré par Van Dyck comme par Watteau, Rigaud place Gaïdan dans un paysage au ciel flamand. Fringant, le berger vêtu d'un costume invraisemblable de beauté joue d'une luxueuse musette. Les brocarts, les velours de soie et rubans aux couleurs bleues et oranges scintillent de mille reflets et répondent avec audace au portrait peint par Largillière. Par ce tableau, Rigaud s'extrait de la représentation stéréotypée qu'il avait imposée comme dénominateur social de ses clients. Les catalogues de pose, les accessoires d'atelier comme les habillements répétés renforcèrent cette schématisation du portrait. Pour exemple, d'un militaire à l'autre, l'on retrouve la même pose, la même cuirasse, le même panache blanc noué à la taille, ou encore même le même fond de bataille. D'ailleurs, si Rigaud a le soin de broyer ses couleurs par lui-même et de peindre les parties nobles, c'est-à-dire le visage et les mains, il délègue le reste à l'atelier. Pour des interventions spécifiques, comme pour celle des scènes de bataille, il fait appel à Parocel, pour les animaux à Desportes ou encore pour les fleurs à Blain de Fontenay. Rigaud proposait à ses clients des répertoires de mains et d'accessoires permettant de les guider dans le choix de leur posture. Selon son filleul, Hyacinthe Collin de Vermont, Rigaud était très réputé pour la qualité de ses mains, d'une beauté et d'une correction parfaite. Pour Dominique Brême, spécialiste de Largillière, l'huile sur toile du Louvre où s'enchaînent Pour Dominique Brême, spécialiste de Largillière, l'huile sur toile du Louvre, où s'enchaîne une succession de mains masculines et féminines, donne à voir une œuvre en tant que telle et non pas une étude ou un catalogue. Il est parfois difficile de distinguer Rigaud dans un tableau de Rigaud, alors que Largillière semble se dédier totalement à l'œuvre originale tout en laissant les copies et répliques à son atelier. D'ailleurs, si les élèves de Largillière s'émancipent après la mort de leur maître, après sa disparition, ça n'est pas le cas de ceux de Rigaud. Rigaud, comme Largillière, étaient des hommes très attachés à leur famille. Nicolas s'était marié en septembre 1699 avec Marguerite Élisabeth, fille du paysagiste Jean-Baptiste Forest et d'Élisabeth de la Fosse, sœur du directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, Charles de la Fosse. Ensemble, ils eurent une fille, Élisabeth Marguerite, dont nous connaissons le visage sous les traits du pinceau de son père. Hyacinthe se maria 2 fois. Le premier mariage fut annulé après avoir été conclu, et le second semble avoir tenu lieu de protection amicale envers une veuve qu'il connaissait de longue date. En mai 1710, il épousait Élisabeth de Gouy, veuve de Jean le Juge. Rigaud avait exécuté le portrait En mai 1710, Hyacinthe épousait Élisabeth de Gouy, veuve de Jean le Juge. Il avait exécuté le portrait de ses parents en 1698 et peint le portrait de cette dernière avec son époux et sa fille en 1699. Son affection pour sa mère Maria Serra était puissante. Il ne la revit que lors de son unique séjour à Perpignan en 1695, pour saisir ses traits destinés aux ciseaux du sculpteur Coissevaux. Quant à son frère, Gaspard, modèle séduisant et sensuel, Hyacinthe le placera sous sa protection jusqu'à l'Académie, mais
Celui-ci meurt prématurément en 1705 à l'âge de 43 ans. Rigaud n'aura pas eu de descendance. Ou d'une certaine manière, sa postérité se répandra par les plus de 1500 portraits que l'on peut lui attribuer. Mais que dire des 3000 de l'Argélière? Après avoir été l'un et l'autre directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, Hyacinthe s'éteint en 1743 à l'âge de 84 ans et Nicolas, 3 ans plus tard, a presque 90 ans. Ces deux portraitistes, entre 2 siècles, se sont nourris l'un de l'autre en étant concurrents et non pas rivaux. Par-delà leur style et tempérament, ils étaient amis. Chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour étendre notre regard croisé sur un Rigaud peintre des rois à un François Gérard, roi des peintres.